Salut, c'est Cédric, c'est officiel, je vais avoir 55 ans. Et pour mes 55 ans, j'ai décidé d'essayer de faire la liste des 55 principes qui ont guidé ma carrière. J'espère que ça te sera utile. Il y en a 55, donc je vais essayer de faire court. Et je les ai séparés déjà dans 5 catégories différentes. La catégorie management, la catégorie délégation, la catégorie coaching, la catégorie direction, donc plutôt direction d'entreprise ou de centre de profit, et puis une catégorie plus réussite, organisation personnelle, etc. Alors, on commence tout de suite par le management. J'ai donc 11 principes par domaine et j'ai un petit peu regroupé chacun des principes dans différents thèmes. Donc les 4 thèmes pour le management, ça va être le système, le 1-1, l'attitude et les résultats. On commence tout de suite avec le système. La première chose, la première règle, le premier principe, effectivement, c'est que le management est un système. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est évidemment au niveau des fondations d'outils du manager. Je suis absolument persuadé que être un bon manager, ça n'est pas être doué avec les gens, c'est vraiment d'avoir un système qui va te permettre de manager. Donc un système, c'est quoi? Ce sont des rituels, c'est une structure, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de concevoir le management. Et pour en finir sur ce premier principe, je trouve dommage que les entreprises ne mettent pas le système management au-dessus de tous les autres, puisqu'en fait, c'est celui qui va générer tous les autres systèmes. Et donc, évidemment, je m'étonne que, puisque ce système pilote tous les autres, il ne soit pas mis en premier. En gros, on a des systèmes commerciaux, des systèmes marketing, des systèmes comptables, des systèmes de qualité, on a des systèmes partout dans une entreprise. Et puis, sur le management, il n'y a pas grand-chose en général. Moi, je pense que les entreprises qui vont s'en sortir, qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui mettent le management en premier. Deuxième principe, les 2 R du management. Si tu dois juger un manager ou si tu veux te juger en tant que manager, tu vas te juger sur le résultat et la rétention. C'est comme ça que jugent les chefs d'entreprise et donc c'est comme ça que tu dois être jugé. Donc les résultats, c'est quoi? C'est est-ce que ton équipe génère des performances pour l'entreprise? Simple à comprendre. La rétention, c'est un petit peu plus compliqué. C'est tout ce qui a trait au fait que ton entreprise retienne les talents et qu'elle attire et qu'elle retienne les talents. C'est tout ce qui est capacité à travailler en groupe. Donc un manager qui obtiendrait que des résultats mais pas de rétention, pour moi, ce ne serait pas un bon manager. Et un manager qui a beaucoup de rétention mais pas de résultats, ce n'est pas un bon manager non plus. Donc, pour moi, ce deuxième principe, c'est vraiment le nord, l'étoile du manager. C'est ce qui va te permettre à la fois de te juger toi-même et aussi de juger tes collaborateurs, d'où le troisième principe qui découle du premier. Il y a 2 raisons pour lesquelles on licencie quelqu'un. C'est soit des questions de résultats, la personne n'obtient pas les résultats, ou soit des problèmes de rétention, c'est-à-dire que la personne n'est pas capable de travailler en groupe ou n'est pas bénéfique au travail en groupe, et donc elle va générer des problèmes au sein de l'équipe. Et puis le 4e principe, qui est extrêmement important aussi, c'est qu'en tant que manager ou chef d'entreprise, tu dois éliminer les divas. Les divas, une diva, c'est quelqu'un en fait qui obtient de très bons résultats, et puisqu'elle obtient de très bons résultats, eh bien, elle se permet, sur la partie travail en groupe, sur la partie rétention, d'être mauvaise, voire même d'être néfaste, nuisible, et donc tu ne peux pas accepter ça. C'est une décision qui est difficile à prendre, qui n'est pas évidente à prendre, puisque le système de pensée de la personne, c'est puisque je suis très très bon, j'ai pas besoin de suivre les règles, et la réponse c'est non. Puisque tu ne suis pas les règles, après les règles, il n'est pas obligé qu'il y en ait beaucoup, mais disons des règles qui font que ça se passe bien en équipe, eh bien tu n'es pas une bonne personne, et donc je ne pourrai pas te garder dans l'entreprise. Évidemment, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du coaching, la solution quand on a une diva, ça n'est pas de la licencier directement, c'est évidemment d'essayer d'influencer sa manière de faire, d'influencer son comportement. C'était donc les 4 premiers principes. Les formations qui correspondent à ces principes-là, c'est principalement toutes les formations qui tournent autour des méthodes de management, et en particulier le manager essentiel, LME, le manager essentiel.
Deuxième thème au sein du management, c'est le 1 à 1. J'ai consacré un thème complet parce que le 1 à 1, c'est très clairement le meilleur outil de management. Si tu ne fais qu'une seule chose, si tu n'as qu'un seul conseil, un seul principe à garder pour être un bon manager, c'est celui-là. Donc c'est quoi le 1 à 1? C'est un rituel que tu mets en place avec chacun de tes collaborateurs. Ça dure une demi-heure, c'est une fois par semaine, et c'est chacun de tes collaborateurs. La raison pour laquelle c'est le meilleur outil de management, c'est qu'il est ultra simple à mettre en place. Il va développer la confiance avec tes collaborateurs. Il va jouer sur la fréquence, et on verra qu'il y a un des principes qui est que on va privilégier la fréquence à la violence, et ça va être à la fois le meilleur outil donc de connexion avec tes collaborateurs, de génération de la confiance, de coaching pour tes collaborateurs. Ça va être la pierre angulaire de tout ton système de management. C'est pour ça que si tu ne fais pas de 1 à 1 aujourd'hui, je te conseille de prendre la formation 1 à 1 Express, qui est très courte et qui va vraiment te permettre de démarrer dans les meilleures dispositions. On verra qu'après le 1 à 1, il va évoluer, mais il faut déjà bien démarrer les 1 à 1, et pour moi, c'est la première brique du système, celle qu'il faut mettre en place avant quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'avant de penser à faire de la délégation, du coaching ou de la direction, si tu n'as pas mis en place tes 1 à 1, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que c'est la pierre angulaire du système, c'est le 20-80 du management. Donc oui, le 1 à 1 est le meilleur outil de management. On n'en a pas trouvé de meilleur depuis, alors je ne vais pas dire que je fais du management depuis 55 ans, mais depuis 25 ans. Et donc, je te conseille vraiment de mettre en place cet outil. 6e principe, les meilleures équipes comptent moins de 8 personnes. Donc ça, c'est pas scientifique, c'est étayé par la loi des relations exponentielles que j'explique dans la formation LME. Ça veut dire qu'en fait, au-delà de 8 personnes, en fait, tu vas avoir des frictions, tu vas avoir des complications, et donc la productivité de chaque personne va baisser, mais aussi la productivité du groupe. Dans la vie courante, on voit très bien que dès qu'on est plus que 8, et parfois c'est même avant, quelquefois c'est qu'on est plus que 5, eh bien ça devient compliqué de s'organiser, il y a des dissensions, des choses comme ça. Donc, pourquoi je mets les meilleures équipes contre moins de 8 personnes? Parce que ça veut dire qu'en fait, l'unité idéale, c'est un manager pour cette personne. Et le fait que cette personne fasse des 1 à 1 avec ses collaborateurs, ça veut dire que oui, il va consacrer environ 3h30, 4 heures maximum à son management par semaine, ce qui est 10% de son temps, et c'est pas cher payé quand on est un manager. Voilà, et ça veut dire aussi que si tu te rends compte que dans ton entreprise ou autour de toi, tu as des unités de plus de 8 personnes, eh bien je te conseille de les diviser, et à chacune de ces unités, de mettre, ou des cellules, on va appeler ça des cellules, de mettre un manager qui fera 1 à 1 avec ces personnes-là. 7e principe, extrêmement important, qui va avec les deux autres, hein, c'est pas pour rien que c'est dans la même dans le même thème. Il faut que tu connaisses chacun de tes collaborateurs. Ça explique aussi pourquoi c'est mieux quand tu as des équipes de moins de 8 personnes. Ça explique aussi le 1 à 1. Le 1 à 1, il va servir de connaissance de base de chaque collaborateur. Il va permettre la connexion. Et après, ce que je te conseille, c'est vraiment de pousser fort ta connaissance sur tes collaborateurs. C'est quoi connaître tes collaborateurs? C'est, oui, effectivement, développer une relation de confiance avec eux en leur donnant du temps sous la forme du 1 à 1, mais c'est aussi connaître leur kiff, c'est-à-dire ce qu'ils aiment faire dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse, ça t'aidera à mieux les motiver. Et puis, je te conseille aussi de connaître leur disque. Donc le disque, c'est un modèle en 4 composantes, 4 profils, dominant, influent, stable, consciencieux. C'est bien que tu saches identifier quels sont les scores de chacun de tes collaborateurs dans chacun de ces domaines. J'ai une formation, même plusieurs formations basées sur le disque. J'en ai 3. La première formation, ça s'appelle « Influence mode d'emploi », je crois. La deuxième, c'est « Charisme efficace ». Et la troisième, c'est le nouveau chef de projet, la nouvelle manière, donc ça s'appelle « Chef de projet relationnel ». Et ça permet de gérer des projets avec les tempéraments des personnes. Et on propose aussi sur le site un test disque si tu as envie de te tester. Voilà pour la partie, le thème 1 à 1. Sur la partie attitude, 2 principes. Le 8e principe, ne sois pas transparent, mais juste. Alors je sais que tu vas être beaucoup sollicité par tes collaborateurs, par ta direction, par un petit peu tout le monde, par les réseaux sociaux, etc., pour être transparent. Moi, je pense qu'un manager, il n'a pas besoin d'être transparent. Je pense que c'est plutôt ça pourrait plus
t'attirer de problèmes que te donner des avantages d'être transparent. Je pense que c'est pas pour rien que nos pensées, elles s'expriment silencieusement et qu'on dit pas tout ce qu'on pense en permanence, ce serait absolument épouvantable. C'est pas pour rien que dans un groupe, il y a des frontières et des usages, et donc je te conseille non, non, non et non de pas être transparent. Authentique, pourquoi pas, c'est-à-dire, oui, on va voir que avec le principe suivant, ça sert à rien de faire des secrets pour faire des secrets, mais il faut que tu aies ce que j'appelle ton quant à toi, c'est-à-dire les moments où tu réfléchis tout seul sur ton poste de manager, et ça fera de toi un bien meilleur stratège. Par contre, ce qu'attendent réellement tes collaborateurs, c'est pas de la transparence, c'est de la justice. C'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi tu prends des décisions, pourquoi tu sanctionnes, pourquoi tu prends telle décision, etc., etc. C'est pas du tout la même chose que la transparence. Et on verra aussi d'ailleurs que quand on prend une décision, on utilise le disque, c'est-à-dire qu'on ne va pas la formuler de la même manière à n'importe qui. Et donc, on ne va pas la formuler de la manière dont on l'aurait formulée pour quelqu'un qui a le même profil que nous. Donc, 8e principe, ne sois pas transparent, mais sois juste. 9e principe, il n'y a pas de secret qui dure. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout dire, puisque je viens de dire qu'on ne devait pas être transparent, tu dois faire preuve de confidentialité quand on te le demande, mais mon expérience, c'est qu'en fait, un secret, ça dure jamais très longtemps, et donc il vaut mieux anticiper, il vaut mieux partir du principe que quand tu dis quelque chose à quelqu'un sous le sceau du secret, eh bien, il le répétera à une autre personne, qui le répétera à une autre personne. Moi, j'ai toujours, systématiquement et constamment observé ça dans les groupes humains, et y compris dans mes entreprises. Aujourd'hui, quand je dis quelque chose à quelqu'un, même quand je lui dis « je compte sur vous, vous n'en parlez pas », c'est extrêmement rare. Je dois pouvoir compter les collaborateurs que j'ai jamais pris en défaut là-dessus sur les 2 pouces de mes 2 mains, donc 2 personnes. Je pense que le pourcentage de personnes capables de garder un secret, ça doit être de l'ordre de 2-3%. Donc en entreprise, il n'y a pas de secret qui dure, et donc c'est pour ça que tu ne dois pas être transparent, c'est pour ça que tu dois avoir un quant à toi. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est que tu t'attends à ce que dans les jours ou les semaines qui viennent, ce soit connu par le reste du groupe. 2 principes au niveau des résultats, puisqu'on a dit que les 2 R du management, c'était résultats et rétention. Il se passe d'ailleurs quelque chose d'intéressant au niveau des 2 R du management, c'est récent dans l'évolution des entreprises, c'est que je pense qu'aujourd'hui la partie rétention est plus importante que la partie résultat, c'est-à-dire que le focus du manager, il doit être plus sur la rétention que sur les résultats. Et les 2 principes que je donne ici, à propos du stress, puisqu'en fait, on obtient des résultats en mettant un petit peu de contrainte et un petit peu de stress, il ne faut pas se le cacher, en influençant nos collaborateurs, et il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'obtenir des résultats. C'est un petit peu comme le cholestérol, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et bien pour le stress, c'est pareil. Le mauvais stress, il vient du management à la pression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est l'intérieur de l'entreprise ou l'intérieur de l'équipe qui génère du stress, c'est du mauvais stress. Aujourd'hui, on ne motive plus, je prends des raccourcis parce que voilà, on a 55 principes, mais en gros, aujourd'hui, si tu utilises le stress comme levier pour ton management, il faut arrêter tout de suite. Tu vas perdre tes collaborateurs, tu vas très fortement abîmer ta rétention et par effet domino, tes résultats. Aujourd'hui, le bon stress, c'est ce qui vient de l'extérieur de ton équipe, ce qui vient de l'extérieur de ton entreprise, et ça vient du skin in the game. Qu'est-ce que c'est que le skin in the game, pardon ? J'en reparlerai peut-être quand j'en parlerai au niveau de la direction d'entreprise. C'est simplement qu'il faut que tu fasses en sorte que tes collaborateurs aient suffisamment d'informations sur le marché et soient suffisamment engagés dans ton entreprise pour que quand il arrive quelque chose à l'entreprise ou au groupe, ou il arrive quelque chose, eh bien, ils se sentent impliqués personnellement. Skin in the game, la traduction en français, c'est sauver sa peau. Alors, c'est pas une super... ou jouer sa peau, c'est pas une super traduction, parce que le but, c'est pas de menacer tes collaborateurs, de menacer leur peau, c'est qu'ils se sentent atteints par le marché, comme ils se sentiraient, ou par, je dirais, ce qui arrive à ton entreprise, comme ils se sentiraient atteints personnellement. C'est ça qui va déclencher chez eux les meilleurs réflexes pour défendre l'entreprise et générer de la performance. Donc les résultats aujourd'hui, ça ne vient plus du management à la pression, ça vient de l'environnement que tu vas créer en tant que manager pour que chacun se sente personnellement touché quand il arrive quelque chose à l'entreprise et que tout le monde ait envie
de défendre ton entreprise ou ton équipe. C'était mes 11 principes de management. Management égale système. Les deux erreurs du manager, les 2 R pardon, du manager, c'est le résultat, la rétention. Les 2 R du licenciement, c'est le résultat ou la rétention. Il faut que tu élimines les divas. Le 1-1 est le meilleur outil de management. Les meilleures équipes comptent moins de 8 personnes. Connais chaque collaborateur à l'aide du 1-1 et à l'aide du disque. Ne sois pas transparent, mais juste. Il n'y a pas de secret qui dure. Le mauvais stress vient du management à la pression. Le bon stress vient du skin in the game. Si tu veux creuser ces 2 sujets, en tout cas ce sujet-là, sur le stress, je te conseille ma formation sur la culture qui s'appelle « Crée ta culture ». C'est une de mes dernières formations et elle est absolument... elle est assez courte, elle est assez simple, mais elle est primordiale si tu veux devenir un bon manager par les temps qui courent. Voilà pour le management. On va passer à la délégation. La délégation, c'est le Graal à la fois du manager et du chef d'entreprise. C'est la seule manière de multiplier ton temps. Si tu ne délègues pas, tu seras toujours limité par ton temps. Si tu délègues, tu seras limité par le temps des autres. Et les autres, tu peux en recruter autant que tu veux. C'est aussi simple que ça. À nouveau, pour cette partie, eh bien, on a 4 domaines. La confiance. Qu'est-ce qu'il faut déléguer? Comment il faut déléguer? Et on va juste parler de ce que j'appelle le lâcher-prise. 12e principe, donc premier principe de délégation ultra important. Si tu ne comprends pas ça, tu n'arriveras pas à déléguer. La confiance est plus efficace que le contrôle. Croisant mon expérience, j'ai fait plein de podcasts, plein de vidéos là-dessus. Cherche-les, tu comprendras ce que je veux dire. Mais ça veut dire aussi un truc important, c'est que tant que tu n'as pas mis en place la confiance grâce aux éthiques que j'ai évoquées précédemment, ça va être très difficile de le déléguer efficacement. Tu ne peux passer à la délégation que quand tu as établi la confiance. Mais crois-moi, la confiance est plus efficace que le contrôle. Le contrôle est ultra destructeur en termes de créativité, d'intelligence, etc. Et finalement, il te protège beaucoup moins bien que la confiance. Cherche dans les podcasts, cherche sur les vidéos, tu verras que j'ai fait des longues vidéos là-dessus. Pas de cadeau à ceux qui abusent. C'est le principe qui vient directement du principe précédent. J'en ai peut-être pas assez parlé, mais à partir du moment où tu donnes ta confiance, ça veut dire que tu sanctionneras fortement ceux qui abusent ta confiance. Ça peut aller jusqu'à une exclusion directe, la plupart du temps d'ailleurs. Et c'est vrai pour ma part aussi au niveau des affaires. 2 fois, on a vraiment abusé fortement ma confiance, en croyant que parce que je parlais beaucoup de confiance, parce que je trouvais que c'était une valeur et parce que effectivement je me protégeais pas suffisamment, eh bien j'étais quelqu'un de faible et qui allait pas réagir. Eh ben non, tu peux accorder ta confiance, mais c'est pas interdit d'être rancunier. Et les 2 personnes qui ont abusé ma confiance dans les affaires, elles s'en sont mordues les doigts. C'est arrivé 2 fois, tu vois, pas si souvent que ça. Par contre, je pense qu'elles s'en souviendront. Le pourquoi plutôt que le comment, hyper important. Quand tu parles de délégation, pourquoi plutôt que comment? Considère tes collaborateurs comme des gens qui sont capables de deviner comment ils vont faire les choses si tu leur expliques pourquoi ils font les choses. Et quand je dis pourquoi ils font les choses, je ne parle pas forcément d'un grand why de l'entreprise, pourquoi on fait ça, dans quelle étagère et quelle est ma vision. Non, c'est ça sert à quoi, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, tu vois, quelque chose d'intelligent. Et sur le comment, laisse-les faire, parce qu'ils feront sûrement pas de la même manière que toi, mais peut-être qu'ils obtiendront de meilleurs résultats que toi. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Si tu es ingénieur, mets-toi ça dans la tête, il y a 10 000 façons de faire les choses. Ensuite, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut déléguer? La première chose, avant de savoir ce qu'il faut déléguer, c'est que tu dois simplifier, simplifier, simplifier en permanence. Moi, c'est un des... J'aurais pu le mettre au niveau de la direction, mais je l'ai mis aussi au niveau du management. Le rôle d'un manager, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de créer des systèmes simples que les gens comprennent. Souvent, l'échec de la délégation, c'est parce que le système est tellement compliqué que seul quelqu'un qui a trempé dedans pendant 10 ans est capable de le comprendre. Si tu as des systèmes qui sont comme ça, tu n'arriveras jamais, jamais à déléguer. Donc, il faut d'abord simplifier, d'abord éliminer, d'abord faire ressortir ce qui est valeur ajoutée. Si tu veux des conseils là-dessus,
tu prends les 2 formations que j'ai réalisées avec Laurie, et en particulier la formation Smart Process, puisqu'elle permet justement de toiletter les process. Je répète, c'est beaucoup plus simple de déléguer quand les systèmes sont simples. Déléguer, à partir du moment où tu as simplifié, éliminé toutes les tâches qui ont une faible valeur ajoutée, ou c'est-à-dire que le client est prêt à ne pas payer, alors délègue tout ce que tu peux. Tout ce dont tu peux te séparer, tu dois t'en séparer. C'est ça qui va te permettre de progresser en tant que manager, c'est ça qui va permettre à ton équipe de progresser, de devenir meilleure, c'est ça qui va augmenter à la fois les performances et la rétention. Délègue tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux, en commençant par le plus simple et en allant vers le plus compliqué. Aujourd'hui, moi, je délègue totalement le quotidien de mes entreprises et même le management, et c'est ce qui me permet d'être plus efficace sur le reste. Du coup, 17e principe, ça c'est un principe plus peut-être pour un chef d'entreprise, délègue le quotidien et concentre-toi sur les actifs, mais ça marche aussi pour un manager. C'est quoi l'actif d'un manager? Eh bien, c'est la culture de son équipe. J'ai fait toute une formation là-dessus. Alors, c'est quoi un actif? C'est quelque chose dans lequel tu fais un effort maintenant et ça apportera des bénéfices régulièrement, tu vois. Donc, je te conseille d'avoir cette vision d'actif. On verra qu'un des derniers principes sur la délégation, c'est de transformer tes collaborateurs en intrapreneurs. Et toi aussi, tu dois être un intrapreneur, tu dois gérer ton équipe comme une petite entreprise. Et quand on gère une entreprise, on n'est pas focus sur le quotidien, on est focus sur le long terme et on construit au quotidien des choses qui vont servir dans le long terme. Tout ça, tout ce qui est confiance, délégation, etc., c'est aussi dans la formation le manager essentiel. Sur la partie concentre-toi sur les actifs, c'est plutôt dans la formation crée ta culture. Alors, comment on fait pour déléguer? Évidemment, je ne vais pas t'expliquer dans le détail, il y a une formation pour ça, mais je vais te donner les grands principes. La première chose qu'il faut que tu prennes en considération, c'est que la meilleure méthode d'apprentissage, c'est de corriger ses erreurs. Des collaborateurs qui ne font pas d'erreurs, ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'ils sont trop dans leur zone de confort, ils sont trop dans leur zone habituelle. Tout pour toi, c'est pareil. Si tu fais jamais d'erreur, il y a un problème quelque part. Par contre, quand on fait une erreur, c'est une occasion d'apprendre. Si on fait des erreurs, mais que c'est notre boss qui les corrige, on n'apprend rien. On apprend juste, quand je fais une erreur, c'est corrigé par mon boss, c'est cool. Ça, c'est une erreur fréquente des managers. Je suis sûr que tu l'as fait parce que tu veux bien faire. En réalité, tu dois dire à tes collaborateurs de corriger les erreurs eux-mêmes. Ensuite, 19e principe, la délégation est un chemin. La grande erreur qu'on fait quand on fait une délégation, c'est-à-dire que ça y est, j'ai décidé de déléguer quelque chose à quelqu'un, c'est de tout lui expliquer en une fois et après lui dire voilà, ça y est, c'est délégué. Non. Le moment où tu as fait ça, c'est le début de la délégation qui commence. La délégation, elle se termine quand la personne a atteint le niveau de performance dans le domaine que tu lui demandais, quand elle a atteint ce niveau de performance. Et donc, ça ne s'arrête pas au moment où tu lui as expliqué, ça s'arrête au moment où tu la testes et au moment où, effectivement, elle a réussi. Et donc, la délégation est un chemin avec des étapes. C'est ce qu'on apprend dans la formation LME, dans la deuxième partie de la formation LME. Et puis, très très important, parce que sinon tu délègueras jamais, ne délègue pas à ton collaborateur en te disant « Ah, mais il est nul, il n'arrive pas à faire ce que je fais. » Toi, à tes débuts, tu étais sûrement aussi nul, sinon plus nul que lui. Et depuis, tu as appris. Eh bien, lui, c'est pareil. Donc, ton standard de jugement sur le début du chemin de la délégation, c'est toi à tes débuts. Et ton standard de jugement à la fin de la délégation, effectivement, ça sera ton niveau de maintenant. Et l'avantage qu'il va avoir par rapport à toi, ton collaborateur, c'est qu'il va avoir quelqu'un qui va le coacher et qui va l'aider à devenir meilleur dans sa délégation. Et quand tu fais ça, n'oublie jamais que tu es sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Tu ne lui donnes pas des méthodes, tu lui donnes des objectifs, des mini-objectifs à atteindre jusqu'à ce qu'ils deviennent bons. 2 derniers principes sur la délégation. Le principe numéro 21, transforme tes managers en intrapreneurs. C'est vraiment la meilleure manière de déléguer. Et le principe 22, il est relié à celui-là, c'est que plutôt que de déléguer à quelqu'un des petits bouts de processus, rends-les responsables de l'ensemble du processus. Plus la personne maîtrisera le début et la fin du processus, meilleure elle sera, c'est-à-dire qu'elle va devenir un mini-entrepreneur
avec des moyens, etc. Et une liberté totale sur la manière, et des contraintes évidemment, mais une liberté totale sur la méthode, etc., pour arriver à obtenir un bon résultat. Et moi, c'est ce qui aujourd'hui fonctionne le mieux dans ma manière de déléguer. Et parfois, c'est pas à une seule personne, mais c'est à 2 personnes qui, toutes les 2, sont responsables d'une partie du processus. Plus il y a de personnes qui interviennent dans un processus, moins elles se sentent responsables du processus. Donc c'est en donnant des responsabilités plutôt que des morceaux de processus que tu vas transformer tes managers et tes collaborateurs. J'aurais dû mettre collaborateurs ici, je vais le mettre tout de suite, en intrapreneurs. Voilà. C'est tout pour la délégation, on va passer au coaching. On va parler maintenant du coaching. Tu vois qu'il y a une espèce de progression aussi, hein. C'est-à-dire qu'au début, tu es manager, puis ensuite, tu es un manager qui délègue, et ensuite, tu deviens un coach de ton équipe. C'est ton but ultime en tant que manager. À nouveau, 1, 2, 3, 4 thèmes cette fois-ci. D'abord, les principes. Vraiment, les principes sur lesquels on va s'appuyer pour coacher nos collaborateurs, c'est quoi ? C'est on ne change pas les pensées des autres. Je le dis souvent, en entreprise, tout le monde se fiche de ce que tu penses, parce que ce n'est pas important. Ce qui compte dans l'entreprise, c'est ce que tu fais. Et donc finalement, si tu crois que tu vas jouer sur les comportements de tes collaborateurs en jouant sur leurs pensées, eh bien tu te plantes, ça va être très dur, même les meilleurs psys ne sont pas capables d'y parvenir, et ils ont l'autorisation, en tout cas, ils ont l'autorisation de leurs patients. Donc, toi, en tant que manager qui n'a pas forcément l'autorisation de ton collaborateur pour changer ses pensées, bon courage. Donc tu ne vas pas du tout essayer de t'attaquer à ses pensées, ça ne nous intéresse pas. Tu vas essayer de t'attaquer à ses comportements, parce que là, oui, en entreprise, on est jugé sur ce qu'on fait. Et c'est ça qui est important, ce que font tes collaborateurs, la manière dont ils font, pas forcément la raison pour laquelle ils le font. Ne cherche pas à changer leurs pensées, ne sois pas quelqu'un qui donne tout le temps toutes tes pensées, sois quelqu'un qui est pragmatique, qui est dans le comportement, mais dans le comportement expliqué. Donc, principe numéro 23, on ne change pas les pensées. Enfin, principe numéro 24, ne juge que les comportements. Donc, juger les comportements de tes collaborateurs, ça veut dire qu'il faut que tu saches les évaluer. Comment on évalue un collaborateur ? Eh bien, toujours avec les 2 R du management qu'on a ici. Je les avais mis ici. Effectivement, la logique, puisque c'est là-dessus que tu juges ton collaborateur et c'est là-dessus que tu décides ou pas de le garder, bah c'est aussi comme ça que tu vas l'évaluer. Donc en permanence, et puis au moment de l'entretien d'évaluation, eh bien tu vas être à la recherche de ce que ton collaborateur a réalisé en termes de résultats et en termes de rétention, c'est-à-dire sa capacité à travailler avec ses autres collaborateurs. Si tu veux une formation complète sur la manière d'évaluer quelqu'un, avec les entretiens de la fin d'année, etc., ça s'appelle « Entretien de progrès ». La deuxième chose à prendre en compte, c'est le 26e principe, c'est que la progression est en queue de cochon. C'est-à-dire que la progression de quelqu'un n'est jamais comme ça en ligne droite. Ça, c'est une vue de l'esprit. En fait, les gens, ils progressent comme ça. Ils reviennent en arrière, puis ils reprogressent, etc. C'est très important de le prendre en compte quand tu juges ton collaborateur. Et donc, on explique ça. J'ai des vidéos aussi là-dessus. Tu tapes outil manager courbe en queue de cochon. Tu vas voir plein de vidéos sur ce que c'est exactement ce truc-là. Et ça fait partie de la formation entretien de progrès. Et puis une question qu'il faut se poser au moins chaque année pour chacun de tes collaborateurs, moi je me la pose tous les 90 jours, c'est est-ce que tu réembaucherais cette personne ? Ça ne veut pas dire que tu vas la virer si jamais tu te dis je ne vais pas la réembaucher, mais ça veut dire qu'elle a besoin de changer. Donc c'est une question qu'il faut se poser fréquemment. Troisième thème, c'est influencer. On ne peut pas coacher sans influencer quelqu'un. Comment on va influencer nos collaborateurs ? Eh bien, on va faire... moi j'aime bien l'histoire de la bienveillance, mais en fait, j'aime pas tant que ça. C'est que le mot bienveillance, c'est un truc qu'on nous sert à toutes les sauces, et en fait, personne sait ce que ça veut dire. C'est ce que j'appelle un mot valise, c'est comme authenticité, c'est comme transparence, etc. Personne peut être contre, il y a personne qui dit « bah non, moi je veux pas, je suis contre la bienveillance ». Par contre, la bienveillance telle que moi je la vois et la bienveillance que toi tu la vois, c'est peut-être pas du tout la même chose. Donc, le principe, quand on est un manager, c'est quand on est négatif de l'être avec bienveillance. J'ai mis 2 N là, je vais corriger ça. Ça veut dire que oui, tu es bienveillante, oui, tu aimes tes collaborateurs, oui, tu as envie qu'ils réussissent, mais pour ça, tu dois leur dire des choses négatives, tu dois leur demander de changer des choses. Et quand tu leur demandes de changer quelque chose, il faut que ce soit toujours avec bienveillance. Les meilleurs feedbacks que tu puisses faire à tes collaborateurs, ce sont les feedbacks négatifs. C'est pas ceux qu'il faut faire tout de suite. À nouveau, je te renvoie vers la formation
le manager essentiel, où on apprend l'outil feedback, on voit qu'on démarre surtout par des feedbacks positifs. Mais en réalité, même si tu fais des feedbacks positifs, les plus importants, ceux qui vont faire le plus de progrès, ce sont les feedbacks négatifs. 29e principe, fréquence plutôt que violence. Ça, c'est vraiment un principe extrêmement important au niveau du management depuis le début. C'est que moi, j'ai constaté que la violence, en fait, c'est-à-dire dire les choses d'une manière violente ou essayer de faire changer les gens brutalement, eh bien, finalement, ça va générer plus de problèmes qu'autre chose. Il y a ce que j'appelle la poussée d'Archimède du management. Plus tu pousses, plus ça résiste. Donc, moi, je crois plus à la fréquence. Et par exemple, l'outil feedback, l'outil 1 à 1, l'outil délégation, ils sont tous basés sur la fréquence et pas sur la violence. C'est ce qui marche le mieux. Donc, rappelle-toi, on réussit en management parce qu'on est persistant, pas parce qu'on est violent. 30e principe, très important, la pire chose que tu puisses faire, la plus grande catastrophe que tu puisses faire à quelqu'un qui a du potentiel, c'est de le mettre en limite de compétence. Ça ne veut pas dire que c'est foutu une fois que tu l'as fait, mais ça va être très compliqué à rattraper. Une fois que la personne s'est cognée contre le plafond et qu'elle est sonnée parce qu'elle n'a pas réussi, c'est très compliqué de la rattraper. Il faut vraiment éviter ça à tes meilleurs collaborateurs. Si jamais tu as des collaborateurs qui sont actuellement en limite de compétence, il faut absolument arrêter la situation parce que c'est comme ça que tu vas les perdre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais proposer des challenges à tes collaborateurs. Évidemment que non. Tout notre processus de délégation, il leur propose des nouveaux challenges, mais ce sont toujours des challenges qui sont dosés. C'est pour ça que je dis que la délégation, c'est un chemin, et qu'il y a un chemin qui est tracé. Et donc, normalement, leurs compétences et leurs challenges doivent correspondre. Si tu sens que tu n'es pas comme ça avec un de tes collaborateurs, c'est alerte rouge, il faut vite faire quelque chose, soit arrêter la délégation pour le remettre dans sa zone de confort, mais il y aura des séquelles, ou soit vraiment trouver les moyens de l'aider pour qu'il sorte de cette limite de compétence, de cette situation. Mais dans les deux cas, une fois que tu y es, il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est comme ça qu'on fait les pires dégâts. Moi, j'ai vu ça dans plein de boîtes différentes. Et puis, dernier thème, c'est le but ultime du coaching. C'est quoi ton but ultime quand tu fais du coaching? Eh bien, voilà les 3 principes qui correspondent. Le principe numéro 31, créer une équipe de héros. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, ton kiff, ton pied, ça n'est plus de faire des choses toi-même, c'est de t'asseoir avec ton collaborateur en 1 à 1 et qui t'explique à quel point il a été bon et à quel point il a réussi quelque chose, ça te procurera beaucoup plus de plaisir et un plaisir renouvelé que quand c'est toi qui as fait cette chose. Moi, il n'y a rien que j'aime autant, et c'est le cas de tous les bons managers que je connais, qui me plaît autant que d'entendre mon collaborateur m'expliquer comment il a réussi à faire quelque chose de formidable pour mon entreprise. Le 32e principe, c'est différent et complémentaire. Une équipe, ça ne sont pas des personnes qui sont toutes les mêmes, ce sont des personnes qui sont très différentes. Et à nouveau, je te conseille le profil DISC, si tu veux mieux comprendre cette phrase. Le principe, c'est de dire que, en fait, il n'y a personne au monde qui a un profil DISC complètement équilibré. C'est-à-dire qui est à la fois dominant, influent, stable et consciencieux. On a tous des domaines où on est plus fort que d'autres. Et l'idéal, c'est qu'en fait, ce soit le profil DISC de ton équipe qui soit équilibré. Donc différent, ça veut dire que oui, les personnes ne sont pas pareilles. Complémentaire, ça veut dire que tu réussis à les faire travailler ensemble. Ça, c'est la partie plus difficile, quand on a des équipes où il y a des gens différents, avec beaucoup de différences à l'intérieur. Et le modèle DISC, ça va vraiment t'aider à les faire travailler ensemble. Et puis, hyper important, c'est que ton équipe de héros, eh bien, ça doit être une équipe de héros qui sont animés par la bonne culture, par une culture commune qui crée de la rétention et des résultats. Et donc, oui, ils sont différents, ils ont des profils différents, mais ils convergent tous vers la même culture. Et la culture, c'est pas seulement il faut qu'on réussisse à faire ça, c'est comment on fait ça. Et c'est pour ça que j'ai fait récemment une formation qui s'appelle CTC, Crée ta culture, qui permet justement de définir une bonne culture d'équipe et surtout de la mettre en application. C'est extrêmement important que le coaching il fasse évoluer les personnes individuellement, mais à l'intérieur d'une culture commune. La culture commune, c'est ça qui fera la force de ton équipe
de manière automatique. C'est-à-dire que quand les personnes ont la bonne culture à l'intérieur de l'équipe, ils s'autorégulent. Et même quelqu'un qui arriverait de l'extérieur et qui ne serait pas dans la bonne culture, eh bien, tu n'auras pas de feedback à faire. C'est eux qui vont faire les feedbacks entre eux. Et c'est ça qui est formidable quand tu réussis à bien gérer la culture de ton équipe. Voilà pour la partie coaching. Et écoute, on est pas mal. J'avais prévu 1 minute par principe. Pour l'instant, je tiens à peu près le timing. Ici, à nouveau, 4 thèmes. Principe, agenda, attitude, stratégie. Là, on est dans la direction d'entreprise, plutôt pour un chef d'entreprise, mais ça marche avec un responsable de centre de profit ou quelqu'un qui a des responsabilités élevées dans une entreprise. Les principes, c'est quoi ? Le premier principe, hyper important, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un gars qui s'appelle Michael Gerber, travaille sur ta boîte et pas dans ta boîte. C'est le 34e principe, mais c'est le premier principe d'un responsable d'entreprise. Si tu as une boîte et que tu travailles dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, tu as un job. Et donc, ton job, c'est pas de travailler dans le quotidien de ta boîte, sûrement pas. Ton job, c'est de travailler sur ta boîte pour la développer. Tu dois déléguer tout le reste, je vais y venir. 35e principe, ajouté récemment, la culture est ton actif majeur. Travailler sur sa boîte, ça veut dire aussi travailler sur la culture de sa boîte et faire en sorte d'avoir la meilleure culture possible. Je suis persuadé que les boîtes qui vont avoir le plus de valeur dans les années qui viennent, c'est celles qui ont la meilleure culture, qui ont les meilleurs salariés, parce que ça va devenir une denrée rare, parce que de plus en plus, c'est chacun pour sa gueule et que c'est très difficile de motiver des gens, d'en faire des bons salariés, des gens en qui on puisse avoir une totale confiance. Tout ton système de management, de délégation, de coaching doit conduire à ça. Il doit conduire à développer une culture qui va être ton actif majeur. Oui, il ne sera pas dans ton bilan, ce truc-là, mais c'est ce qui va te permettre un jour de vendre ta boîte avec le meilleur multiple, parce que la personne qui va arriver sait qu'elle achète une boîte qui a de l'avenir. Et même, d'ailleurs, si ce n'est pas pour la vente, mais on y reviendra sur la vente d'entreprise, voilà, ce qui donne le plus de valeur à ta boîte, c'est la culture des gens qui travaillent dedans. L'agenda, maintenant. Et oui, première chose à faire quand on est chef d'entreprise et qu'on a envie de faire évoluer les choses, c'est le premier conseil que je donne dans ma formation, l'entrepreneur libéré, LEL, que je te conseille, si tu veux transformer ta manière de gérer ton entreprise, eh bien, c'est d'inverser dans ton agenda. C'est quoi inverser son agenda ? Ça veut dire que, au lieu d'être à la boîte par principe, tu n'es à la boîte que parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un dans la boîte. Le reste du temps, tu n'y es pas. Cette personne avec qui tu as rendez-vous, ça peut être toi-même, peu importe. Mais ça veut dire que par défaut, tu n'es plus dans ta boîte. C'est ça, inverser son agenda. J'explique concrètement comment le faire dans la formation. L'avantage, quand tu fais ça, c'est que tu es moins souvent là. Et donc, ça va te permettre de te conformer au 37e principe qui est « sois rare et intense ». En fait, le chef d'entreprise, c'est un peu comme le feu. On aime bien qu'il nous réchauffe, on aime bien qu'il nous éclaire, mais quand il est tout le temps là, eh bien, il finit par nous cramer. Et c'est normal. Moi, je sais que quand je suis dans mes boîtes, eh bien, je suis plutôt emmerdant parce que je vais aller voir tout ce qui ne va pas selon moi et je vais empêcher les gens de travailler. Moi, mon impact, il n'est plus là désormais. Il est justement dans les moments où il faut être là parce que c'est important, parce qu'il y a un sujet important, parce qu'il y a quelque chose d'intense à dire. Et en fait, c'est de l'ordre de la vitalité. Et donc, ça donne aussi le 38e principe qui est, quand tu es chef d'entreprise, délègue le management quotidien. D'ailleurs, on a fait une formation là-dessus qui s'appelle « Bras droit gagnant », qui va te permettre de trouver ton bras droit, de le former, et puis de fonctionner avec lui pour ne plus avoir à gérer le management quotidien d'entreprise. Tu ne seras là que pour donner de la vitalité à ton entreprise. Ça, c'est vraiment l'agenda que tu dois te fixer quand tu es chef d'entreprise. Ensuite, au niveau de l'attitude, 3 principes. Premier principe, extrêmement important, assez récent, dont je parle beaucoup dans la formation LEL, l'entrepreneur libéré, c'est l'antifragilité. En gros, je te résume, l'antifragilité, c'est ce qui va permettre à ton entreprise de ressortir plus forte que les crises et de résister à toutes les crises. Je ne vais pas faire, là maintenant, un exposé sur l'antifragilité. J'ai plusieurs podcasts, plusieurs vidéos là-dessus. Tu tapes Cédric Watine antifragilité ou outils du manager antifragilité. Tu verras ce dont il s'agit. En gros, ça veut dire qu'au lieu de te concentrer sur une vision dont tu n'es absolument pas sûr qu'elle va arriver, tu changes complètement d'attitude. Tu dis non, moi, ma seule vision, c'est de faire que ma boîte soit encore vivante demain. Et donc, je vais créer
des équipes, une culture d'entreprise qui va faire que les gens vont s'adapter en permanence et jouer sur un tas de... On va jouer sur un tas d'avantages qu'a l'être humain, entre autres d'être antifragile, pour pouvoir faire une entreprise en fait qui va subsister, se développer en permanence. Ça évite de passer du temps à travailler sur une vision dont on ne sait absolument pas si elle va se réaliser. 40e principe, apprendre à abandonner. Ça aussi, attention, ce que tu veux, à partir du moment où tu as décidé d'être antifragile, ça n'est plus que le marché devienne exactement comme tu voudrais qu'il soit. C'est de devenir l'entreprise que tu voudrais être. C'est pas du tout la même chose. Et moi, je vois trop d'entreprises et trop de managers qui continuent à s'arc-bouter, à essayer de mettre en place quelque chose qui ne marchera jamais, et qui va finir par coûter sa vie à l'entreprise. Donc, apprendre à abandonner, c'est être pragmatique et dire « Non mais là, peut-être que c'est ce qui nous a fait réussir pendant 20 ans, mais ça ne marche plus. Donc il faut qu'on le change. » Et donc tu vas apprendre à abandonner, ça veut dire que tu vas te dire, bah non, jusqu'à maintenant ça c'était vrai, mais ça n'est plus vrai, et donc on va changer. Donc c'est extrêmement important en tant que chef d'entreprise que tu ne sois pas trop têtu, et surtout que tu écoutes tes collaborateurs qui ont une autre vision que toi du marché, peut-être une vision plus jeune, plus fraîche, etc. Il faut vraiment les écouter. Et puis, 41e principe, dirige comme si tu vendais demain. Ça, c'est un principe que j'ai depuis très longtemps et qui était mal compris au début. On me disait, bah ouais, mais tu peux pas motiver tes collaborateurs si tu leur dis, je vais vendre demain. C'est pas tout à fait ça. Tu leur dis pas, je vais vendre demain. Tu leur dis, je veux que ma boîte continue, même si je la vends. C'est-à-dire que même s'il m'arrive quelque chose, même si je m'absente pendant 6 mois, je veux que la boîte persiste. C'est la meilleure attitude pour développer une boîte antifragile. Et on en parle aussi dans la formation LEL, l'entrepreneur libéré. On a un questionnaire où on te dit, bah tiens, si tu vendais ta boîte, en réalité, ce serait quoi les problèmes? Et donc les problèmes liés à la vente de la boîte, c'est les problèmes que tu dois résoudre maintenant pour rendre ta boîte plus antifragile et plus pérenne. Dernier domaine, la stratégie. Je te partage 3 principes de stratégie. Le 42e, ne vends pas ton temps, vends des produits. C'est hyper important. Si tu es dans une petite entreprise ou si tu es coach, etc., tu vas toujours être limité par ton temps. Et donc, il faut que tu crées des produits. Si tu es une entreprise qui fait du service, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ton entreprise, il n'y a pas des gens qui vont passer du temps chez les clients, c'est pas ce que je dis. Mais tu vas leur vendre un package, tu vas leur vendre ce qu'on appelle un produit, c'est-à-dire quelque chose qui a un prix, qui a une durée limitée, qui va répondre à un usage, etc., etc. Cette manière de faire, ça va probablement révolutionner la structure et la manière de fonctionner de ton entreprise. 43e principe, extrêmement important, que j'appelle aussi le principe de la bassine et de l'éclair, c'est qu'une entreprise, en fait, c'est de la rétention et du développement. Alors, on a des entreprises qui sont plutôt axées rétention et d'autres plutôt axées de développement, mais ce qui est important, c'est de ne pas être complètement dans la rétention ou complètement dans le développement. La rétention, c'est quoi? Je compare ça à une bassine. La rétention, c'est comme ton chiffre d'affaires, il est symbolisé par l'eau qu'il y a dans la bassine. Et la rétention, c'est se dire, il ne faut pas que la bassine fuit. Donc, toutes les actions qui vont permettre que la bassine ne fuit pas, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires ne s'évade pas, eh bien, c'est des actions de rétention. C'est-à-dire, je vais fidéliser mes clients, je vais leur faire des cadeaux, je vais les appeler souvent. On travaille dans l'existant, dans ce qu'on maîtrise. Je vais améliorer mes techniques, je vais améliorer mes savoir-faire. Moi, au niveau de la liste email, par exemple, qui est la partie rétention, je fais attention désormais de ne pas être trop pushy sur la vente parce que je perds des clients. Donc ça, c'est ce qui va permettre que ton entreprise capitalise sur tout ce qu'elle fait. Mais il faut aussi que tu aies du développement. Et là, c'est l'éclair. L'éclair, c'est il va voir ailleurs ce qui se passe et il va électrocuter de temps en temps la bassine pour la secouer. Et donc, c'est important dans ton entreprise que tu aies des gens qui soient très forts en rétention, mais que tu aies des gens qui soient très forts en développement aussi. Aller chercher le nouveau client, inventer le nouveau produit, etc., etc. Et régulièrement, tu donnes le pouvoir à gauche ou tu donnes le pouvoir à droite, selon les besoins de l'entreprise. Parce que si tu as une entreprise qui est que dans la rétention, eh bien, elle va s'éroder, elle va être de moins en moins performante, tes marges vont baisser, c'est peut-être ce que tu vois déjà, et ton chiffre d'affaires va baisser. Mais ce sont quand même les entreprises qui durent le plus longtemps, je le précise au passage.
Et si tu as une entreprise qui est que dans le développement, eh bien elle ne capitalise jamais, elle n'a pas de trésorerie, elle est tout le temps en train de devoir lever des fonds, etc. Parce que sinon, elle ne peut pas survivre. Donc, la voie royale, elle est dans l'équilibre ou dans l'alternance entre ces deux composantes. Et puis, dernier principe, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. 44e principe, bah oui, essaye d'avoir des activités complémentaires mais non dépendantes. Essaye d'avoir plutôt beaucoup de petites entreprises plutôt qu'une très grosse qui est spécialisée avec un seul marché. Essaye d'avoir des clients multiples, etc. On en revient au concept d'antifragilité. Ça veut dire aussi cultiver la redondance. Par exemple, ne pas avoir de diva dans ton management, parce que là, tu as tous tes œufs dans le même panier. Donc ça veut dire, oui, tu ne vas pas être complètement optimisé, c'est-à-dire le plus rentable possible quand tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, mais tu seras le plus durable, tu auras de la redondance, et si jamais tu as un côté qui fonctionne moins bien, tu en as un autre qui pourra prendre le relais. C'est ce que je veux dire quand je dis ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que moi, je me suis créé une petite galaxie d'entreprises qui sont dans les mêmes marchés, mais qui peuvent survivre les unes sans les autres. Alors si tu veux évidemment pousser ces principes de stratégie d'entreprise, tu retrouveras dans la formation Business Accelerator, BAC, et l'entrepreneur libéré, tous ces principes-là évidemment détaillés avec des études de cas et des conseils pour réussir à les appliquer de manière progressive. Voilà pour la partie direction. Et on arrive à nos derniers 11 principes, ceux qui sont en rapport avec la réussite. J'ai essayé de te dire ce qui me semblait le plus important aujourd'hui, alors que j'ai 55 ans, ce qui m'a le mieux réussi, je dirais, en termes de manière, comment je vais dire ça, de m'organiser, de vivre, de prévoir les choses, etc. Donc j'ai mis juste 3 domaines, l'attitude, mon rapport au temps, et puis le plaisir, parce que je pense qu'il n'y a pas de réussite sans plaisir. Ou en tout cas, si on réussit sans plaisir, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie réussite. C'est un avis, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, tu es obligé d'être d'accord avec aucun de mes principes, évidemment. L'attitude. Moi, je pense que les gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont déterminés, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils veulent, mais à la fois qui sont souples sur les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent, et patients. Tu vas retrouver ça dans mon rapport au temps. Moi, je pense qu'effectivement, il faut savoir exactement ce qu'on veut au moment X. Hein, peut-être que ce que je veux exactement aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce que je voudrais exactement dans 6 mois. Mais quand même d'avoir une certaine détermination par rapport à ça. De jamais perdre de vue c'est quoi tes objectifs pour pas te perdre en route. Mais en revanche, d'être ouvert au chemin qui mène à cet objectif que tu t'es fixé. Et patient aussi. Te dire, si c'est pas dans 2 mois, ce sera peut-être dans 3 mois. Moi, je crois beaucoup à ça. Ensuite, il y a un truc que j'aime bien, dont on a parlé récemment dans les mails privés, c'est connaître ton ZAB. Alors, ZAB, c'est quoi? T'as pas besoin de connaître... imaginons que tu partes d'un point A et puis tu vas aller à un point Z. Eh bien, t'as pas besoin de connaître toutes les étapes. Et en fait, il faut pas connaître toutes les étapes parce que les étapes, elles changent. Ça revient un petit peu à ce que je disais ici, c'est qu'il faut être souple. Ce qu'il faut que tu connaisses, c'est où tu vas. Donc, que tu sois déterminé sur ton Z, mais que tu saches où tu es, ça c'est vraiment très important aussi, où tu en es, et que tu connaisses la prochaine étape. Et c'est tout. Concentre-toi là-dessus, parce qu'une fois que tu auras réalisé cette étape B, eh bien tu te retrouveras, elle deviendra l'étape A, et tu réfléchiras à la suivante, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus, je dirais, facile et beaucoup plus simple à gérer que quand tu essayes de suivre un plan en 26 étapes qui est déjà tout établi. 47e principe, ça qui m'a suivi depuis toujours, c'est recherche en tout le 20-80. C'est la loi de Pareto. Il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais je te résume. Il y a 20% en gros des actions que tu vas mettre en œuvre qui vont te permettre d'obtenir 80% des résultats. Et c'est sur celles-là que tu dois te concentrer, pas sur les 100% des actions. Une fois que tu as mis en œuvre le 20% d'actions et que tu as obtenu les 80% de résultats, ça sert à rien de t'acharner à obtenir les 20% qui restent. Passe à autre chose et recherche le 20-80 sur un autre domaine. Et puis, 48e principe, cultive tes piliers de liberté. Ça, je préfère pas trop t'en parler
parce que je prépare une formation là-dessus, qu'elle n'est pas finie, donc je ne sais même pas son titre, mais ça va être un petit peu quelque chose de peut-être un peu plus perso que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et où justement je parle de comment être le plus libre possible, c'est-à-dire comment toujours cultiver le fait d'avoir le plus d'options possibles dans notre vie. Je te prépare une formation là-dessus, n'hésite pas à me faire un petit mail si tu es intéressé. Maintenant, des principes qui ont quelque chose à voir avec le rapport au temps. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les deux formations SOR, système d'organisation réaliste, et SPR, système de progression réaliste. Première chose, compartimenter ton temps. C'est vraiment important d'avoir cette notion que on a différentes vies, on a la vie professionnelle, la vie personnelle, et de mettre des limites entre les deux, ça compartimente. Que dans notre vie professionnelle, on a des moments de management, et donc le 1 à 1, tu vois, dont on a parlé ici, eh bien finalement, c'est un compartiment de notre temps. La délégation aussi, le coaching aussi. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette notion. Là, maintenant, je fais quelque chose, et puis plus tard, je ferai autre chose, etc., etc. On a aussi des moments où on est stratège, des moments où on est plutôt tacticien, des moments où on est plutôt manager. Tu vois, compartimenter son temps, ça me paraît vraiment, vraiment absolument primordial de le faire. 50e principe, le plus important se fait avant midi. C'est un principe bizarre, mais moi j'ai toujours trouvé que ça marchait bien, d'essayer d'avoir fini sa journée avant midi, même si en fait on ne l'a pas fini avant midi, mais faire les choses les plus importantes avant midi, ça assure que ta journée n'est pas perdue. Et donc si tu sais pas comment organiser tes journées, c'est super simple. La première chose que tu fais, ça n'est pas de relever tes mails, ça n'est pas de passer des coups de fil, c'est de faire la chose la plus importante que tu dois faire dans cette journée, que ce soit un rapport à rendre, que ce soit quelque chose à préparer, que ce soit une analyse à faire, et même si ça prend 1 heure, tu le fais avant midi, tu seras beaucoup plus frais, plus efficace, et le reste, ce sera du bonus. En tout cas, c'est un principe que j'ai toujours eu, et franchement, qui fonctionne bien. 51e principe, loue Chronos 20% de ton temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, il y a 2 dieux, de toute façon je vais parler des 2 principes, donc moi je te conseille d'être bon en Chronos, mais aussi de cultiver ton Kairos. Chronos et Kairos, c'est les 2 dieux du temps. Chronos, c'est le dieu du temps maîtrisé, qui va faire que tu vas être super efficace. Donc les techniques qu'on a ici dans SOR, c'est des techniques pour être super efficace, de gérer ses mails super vite, de ne pas traîner, de très efficace dans le boulot. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, peut-être un peu en évoluant puis avec l'âge, c'est que tu ne peux pas être loué Chronos 100% de ton temps, et il ne faut pas le faire. Parce que si tu fais ça, tu perds ton Kairos. Alors c'est quoi Kairos? C'est le 2e dieu du temps, c'est le dieu de l'opportunité. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va arriver, qui n'était pas prévu, et que tu vas pouvoir saisir pour en faire une opportunité. Et pour ça, il faut garder du temps. Si jamais ton agenda il est blindé, t'es un mec super efficace ou une nénette super efficace et que toutes tes journées, tout est fait, je suis ultra productif, c'est génial ça, sauf que le moindre imprévu va faire exploser ton planning et tu vas le percevoir négativement. Alors que si tu es Chronos 20% de ton temps, pour moi c'est un minimum, je pense que dans n'importe quelle journée, il faut avoir 1/5 de la journée où on est ultra efficace. Alors il y a des gens, ils préfèrent avoir 80%, il y a des gens, ils préfèrent avoir 30%, mais je pense que 20% c'est le minimum. Si on a une journée qui fait 10 heures, une journée qui fait 10 heures, d'avoir 2 heures perso et pro, ou l'un ou l'autre, très 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 bien organisé, où on avance, eh bien ça fait que la journée fonctionne. Et le reste du temps, il faut que tu puisses être bousculé par ton Kairos. Donc je rappelle, 20% c'est un minimum. Peut-être que dans le cas de ton boulot, tu as besoin d'être Chronos pendant 50% de ton temps, mais si tu n'as pas de Kairos, tu vas louper des opportunités, tu vas être malheureux. Et c'est une parfaite transition vers le plaisir, parce que pour moi, il n'y a pas de réussite sans plaisir. Je t'ai mis 3 principes de plaisir, dont un qui est un peu contre-intuitif, le premier. C'est le principe 53. En fait, moi je me suis rendu compte que des journées complètement pas organisées, et où en fait je sais pas quoi faire, en fait c'est vraiment pas les journées où j'ai le plus de plaisir, première chose. Et deuxième chose, je me suis rendu compte que la motivation c'était super agréable, mais qu'en fait c'était quasiment impossible
à générer. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'humeur, ça va, ça vient, c'est comme l'énergie. Et donc, moi, ce qui m'apporte la meilleure méthode que j'ai trouvée pour prendre du plaisir, même les journées où ça va pas, c'est d'avoir des routines. Et donc, ça, j'en parle dans SOR et SPR dans le détail, il faut absolument que tu aies des routines qui soient positionnées dans ta semaine, que tu puisses bouger, mais qui soient les routines minimales pour avancer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et donc, moi, je pense que travailler avec des routines, ça donne beaucoup plus de plaisir que de n'avoir un travail qui n'est basé que sur la motivation. Et puis, principe 54, ça c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais assez jeune, c'est de travailler selon le flow. Donc le flow, c'est un principe qui a été inventé par un chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, tu tapes flow, outil du manager, ou flow Cédric Watine, et tu verras ce que c'est, tu verras qu'il y a des composantes, mais le principe c'est de dire que au maximum, tu dois avoir des moments où tu es complètement dans ta zone de flow, c'est-à-dire dans une zone où à la fois tu es productif, à la fois tu te sens bien, tu perds la notion du temps, et c'est vraiment ça qui va t'apporter, je pense, du plaisir dans la vie. En tout cas, c'est la théorie de ce chercheur, et je pense qu'elle est bonne. Donc je te conseille de te renseigner là-dessus, et d'essayer de développer déjà le maximum de flow pour toi, dans ton travail, mais aussi le maximum de flow pour tes collaborateurs, si tu le peux. C'est mon avant-dernier principe, c'est le 10e principe de réussite, et le dernier principe pour cette année, on va dire, quand j'aurai 56 ans, peut-être j'en rajouterai un, ou bien j'en éliminerai, je ne sais pas. Moi, je te conseille d'écrire tous les jours, même si tu ne sais pas écrire, même si tu fais plein de fautes, on s'en fout. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir un moment dans sa journée où on fait le bilan. Alors moi, j'y arrive pas tous les jours, hein, il faut écrire tous les jours, tu vois, j'ai mis « il faut », ça veut pas dire que j'y arrive à chaque fois. Mais si je commence ma journée juste par écrire les pensées qui me viennent et que je la finis par qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, faire mon petit bilan, etc., par écrit, eh bien, ça fait une journée réussie. Et c'est, je sais plus qui a dit ça, qui disait « écrire, c'est vivre deux fois », c'est-à-dire tu vis les choses et puis ensuite tu fais le bilan sur les choses que tu as vécues. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais te laisser, mais si jamais on t'a communiqué cette vidéo ou tu sais pas d'où elle sort, et que tu as envie de réagir sur cette vidéo, il y a vraiment un endroit super simple pour le faire et pour échanger, c'est en t'inscrivant à mes mails privés. Donc mes mails privés, c'est quoi? C'est des mails que j'écris presque tous les jours et où je te donne des conseils en management, des réflexions, je génère des déclics chez toi. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est quand ça génère des conversations. Donc s'il y a des choses dans ce que j'ai dit qui te parlent particulièrement ou bien sur lesquelles tu as envie de discuter, bien n'hésite pas, on va te mettre le mail en descriptif de cette vidéo. Tu pourras cliquer pour t'inscrire à mes mails privés, c'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux. Et puis si tu veux creuser sur d'autres aspects, soit tu me fais un mail, une fois que tu t'es inscrit au mail privé, ou soit tu vas sur le site outildumanager.com, tu vas pouvoir y découvrir un certain nombre de choses, d'articles, de formations, etc. Ça t'a peut-être donné envie d'aller plus loin, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Et dans tous les cas, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt. Salut!